Mais en dehors de ces situations-là, je crois qu'on échappe à cela. Alors ponctuellement, il peut y avoir des actes d'hostilité motivés par des raisons diverses, s'en prendre à des étrangers qui se trouvent être, en l'occurrence, bien souvent des Européens, c'est économiquement plus payant. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'argent, enfin qu'il s'agisse d'argent, je veux dire, mais je parle d'économie générale du geste politique qui est accompli. Si en Centrafrique, vous tuez 2 ou 3 Centrafricains de plus, ça ne va déranger absolument personne, sauf les proches de ces personnes. Si vous tuez, comme ça a été le cas, des gens d'ONG occidentales, vous allez mettre la partie adverse en difficulté. Si c'est le gouvernement, vous allez mettre la rébellion. Si c'est la rébellion, vous allez mettre le gouvernement. Ne serait-ce que parce que les diplomaties, la presse vont faire quelque chose avec cet acte. Pas nécessairement grand-chose, ça va vite retomber, mais enfin à l'échelle locale, ça compte. Et il y a donc une sorte de rationalité économique, une rationalité très négative, très destructrice, je ne la défends évidemment pas, mais il y a une certaine rationalité économique à s'attaquer à ça. Et si j'ai employé ce terme un peu bizarre d'économie, en l'occurrence, c'est pour mettre cela à l'écart de la tendance qui me semble être celle d'aujourd'hui, d'y voir quelque chose de civilisationnel, d'idéologique, car il me semble que c'est bien peu vérifié lorsqu'on examine sur le terrain ce qui se passe. On n'est pas tué parce que blanc, chrétien ou je ne sais quoi, mais on est tué parce on est tué ou agressé ou enlevé, parce qu'on représente un intérêt particulier, considéré comme un atout dans le cadre d'un conflit, du combat pour un enjeu quelconque. Et les enlèvements à Haïti ou les agressions en Somalie, en Centrafrique ou autres, je crois, s'interprètent beaucoup plus comme cela que dans le cadre de la grande guerre des civilisations que certains nous annoncent. Il faut se garder de tomber dans l'écueil culturaliste. Madame, on va micro peut-être. Danielle Mitterrand. Bon, mais je vous ai beaucoup entendu. Vous parlez du terrorisme, vous parlez de la résistance. Pendant des décennies et des décennies, il est vrai que ça représentait un peu un terrorisme ou d'État ou de résistance à un État ou à une politique ou à une idéologie. Bon, c'est comment dirais-je, la division de l'humanité. On choisit on fait un choix de société ou on en fait un autre. Mais vous ne parlez jamais du véritable terrorisme d'aujourd'hui, qui est le terrorisme économique et le terrorisme financier. Et là, on est l'humanité entière, si on veut combattre ce terrorisme-là. Il n'y a plus de sélection entre nous, nous sommes tout simplement une humanité en danger parce que nous avons vécu depuis déjà assez longtemps une économie prédatrice et qui met l'avenir de l'humanité en danger. Et là, je crois qu'il y a un terrain d'entente, parce qu'on est tous d'accord que l'humanité, elle est une et indivisible dans sa diversité, et que la vie, c'est la vie que nous défendons aujourd'hui. Alors évidemment, chacun a sa façon de faire, chaque ONG, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, essaye d'apporter, mais il faut qu'elle ait toujours en vision que c'est sa propre vie, et la vie des siens, c'est-à-dire de l'humanité, qu'elle défend. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce terrorisme-là, qui est le terrorisme économique. Merci. Oui, bien sûr. Je veux dire, oui, madame, vous élargissez, vous rehaussez le débat, si j'ose dire. C'est clair que quand on parle d'humanité aujourd'hui, on parle essentiellement de conséquences, essentiellement de conflits ou de catastrophes naturelles. Et c'est vrai que le droit humanitaire, en tout cas c'est ce que je dis à mes étudiants, je dis, le droit humanitaire est un droit qui est fondé au départ sur le droit à la survie. Et qui est un droit qui essaye, de manière paradoxale, d'instaurer la solidarité au milieu du conflit. Mais je pense qu'à la limite, on devrait aller plus loin. Mais comme vous le savez,
tout notre monde aujourd'hui, toute notre civilisation est basée sur le conflit, la compétition, la concurrence, vous l'appelez comme vous voulez. Même le sport, j'entends, c'est très beau, mais une équipe en élimine l'autre. Et est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à un moment donné à une inversion, je dirais, de paradigme, et qui serait de dire nous ne vivons pas dans un darwinisme, si je peux dire, historique, qui est d'éliminer les autres, pas simplement les autres espèces, mais les autres, mais nous pourrions mettre l'accent sur la coopération, où là aussi, vous voyez très bien dans la nature aussi des symbioses, et où nous pouvons imaginer, c'est-à-dire ça a été imaginé par certains, une économie de communion, par exemple. Et on pourrait dire, mais si on basait ça sur la coopération, et d'ailleurs c'est là-dessus que l'Europe a été créée au départ. Quand vous voyez des gens comme Robert Schuman, ou Adenauer, ou De Gasperi, ont précisément essayé de fonder une Europe qui était fondée sur l'imbrication d'économies qui auparavant se faisaient la guerre, en disant il faut qu'elle soit tellement imbriquée qu'elle ne puisse plus se faire la guerre. Est-ce qu'on pourrait faire ça au niveau mondial? Je n'en sais rien, mais en tout cas, la mondialisation actuelle, comme vous dites, est en train de nous amener dans la catastrophe. Et là, avec des conséquences humanitaires dramatiques, pas simplement pour de nouveaux conflits, pas simplement pour des migrations, mais peut-être aussi pour des pertes humaines et économiques considérables. Mais c'est vrai qu'on a limité notre terrorisme au terrorisme, comme vous dites, qui est un terrorisme de conflit ou qui est un terrorisme d'attentat spectaculaire ou moins spectaculaire, mais on devrait probablement élargir le débat. Louise, vous souhaitiez réagir? Oui, je comprends, c'est pas la position de l'État que je vais définir, mais je crois que c'est quand même le sentiment qu'on a très fortement en France et que tous les gouvernements démocratiques qui se sont succédés en France ont eu. Je pense que l'humanitaire, ce que j'ai l'habitude de dire à mes nouveaux collaborateurs quand ils prennent leur poste, je leur dis, c'est ce qu'on fait quand tout a échoué. Donc il n'y a pas de quoi en être fier de faire ça. Donc je crois que effectivement, le monde est compliqué, on peut le rêver idéal, mais il ne l'est pas. Et les hommes et les femmes sont aussi compliqués, on peut les rêver parfaits, mais ils ne le sont pas. Donc il y a les négociations internationales, les actions des États essaient de construire un monde qui soit moins mauvais. Ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas, mais ils le font avec des tensions forcément internes, puisque un État défend ses intérêts, une famille défend ses intérêts, un individu défend ses intérêts, sa survie. Et donc, il y a j'allais dire, les disparités sont telles que c'est extrêmement difficile. Alors maintenant, je suis personnellement tout à fait d'accord avec votre analyse, que le problème actuel, et je connais votre engagement notamment pour l'eau qui est la vie, et je pense que c'est vraiment un sujet de survie pour l'humanité, effectivement, pour toute l'humanité. Mais le rapport de chacun de nous au sens large, État ou collectivité, à l'eau est très très différent. Donc c'est un travail qui est énorme, mais qui effectivement est une question de survie. On pourrait peut-être dire que les préoccupations économiques engendrent justement un déséquilibre flagrant dans la pratique humanitaire, laissant dans l'ombre certaines régions au profit d'autres. Ronnie Broman, je ne sais pas si vous avez un mot à dire à ce sujet, sachant pour le Darfour notamment.